Vous écoutez L'Écho Clermontois, un podcast des élus écologistes de Clermont-Ferrand-Ville et Métropole. Sécheresse à répétition, inondations, restrictions d'eau, méga-bassines, conflits d'usage et pollution. Depuis quelques années, la question de l'eau ne quitte plus les gros titres de l'actualité nationale. Dans le Massif central, longtemps considéré comme le château d'eau de la France, la question de l'accès à cette ressource vitale se pose avec davantage d'acuité chaque année. Quelles sont les perspectives pour l'alimentation en eau potable de Clermont-Ferrand dans les 30 prochaines années ? Comment concilier au mieux, le plus démocratiquement possible, les usages des particuliers, des industriels et des agriculteurs ? Pour répondre à ces questions dans le cadre de ce deuxième numéro de l'Écho Clermontois, nous recevons Vincent Soulignac, élu écologiste à la ville et à la métropole de Clermont-Ferrand et vice-président de la Régie de l'eau de Clermont-Auvergne Métropole. Bonjour Vincent. Bonjour. Tu es notre invité pour le deuxième épisode de notre podcast L'Écho Clermontois. Alors, première question, la même pour chaque invité, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Donc, je m'appelle Vincent Soulignac, je suis presque à la retraite, je suis ingénieur dans le domaine de l'eau, je suis sorti de l'école de l'ENGES, et donc j'ai une expérience professionnelle dans ce domaine-là, avec plutôt des réalisations en eau potable, irrigation dans la première partie de ma vie professionnelle, et en deuxième partie, j'ai travaillé à l'INRAE sur les systèmes d'information pour une agriculture durable, et pour aussi la police de l'eau pour le ministère de l'Environnement. Tu es depuis 2020 conseiller municipal et conseiller métropolitain. Est-ce que tu peux nous parler de tes délégations ? Donc mes délégations, c'est la ville 30, c'est l'eau, et puis aussi tout ce qui est circuit court, marché, etc. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à ta délégation qui concerne le cycle de l'eau. Alors, qui dit cycle de l'eau dit sujet technique, parfois un peu complexe. Donc, l'objectif de ce podcast, c'est d'expliquer les enjeux et les solutions qui s'offrent à nous pour veiller sur cette précieuse ressource qu'est l'eau, qu'on soit un particulier, un agriculteur, une entreprise ou une collectivité. Alors, pour commencer, je crois savoir qu'on parle à la fois de grands cycles de l'eau et de petits cycles de l'eau. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors le grand cycle de l'eau, on va dire, c'est plutôt le cycle naturel, c'est-à-dire les pluies, après l'écoulement dans les rivières, et puis le retour à la mer, l'évaporation, voilà, c'est ça le grand cycle de l'eau, c'est plutôt un cycle naturel. Le petit cycle de l'eau, c'est plutôt un cycle, on va dire, plus technique, plus de nature construit par l'humain, qui est en fait le prélèvement pour l'eau potable, ensuite la consommation de cette eau, son traitement une fois lorsqu'elle est usée, et le rejet après à la rivière. Voilà, c'est ça qu'on appelle le petit cycle de l'eau, qui est donc un petit cycle d'origine humaine. C'est une politique donc métropolitaine, donc on s'intéresse à tous les domaines de l'eau, à tous les compartiments qui concernent l'eau, à l'échelle de la métropole, que ce soit sur le petit cycle de l'eau ou sur le grand cycle de l'eau. Donc on participe effectivement à la construction d'une politique publique sur ces deux cycles. Alors, il faut reconnaître que c'est un petit peu complexe. À l'échelle de la métropole, c'est donc des élus métropolitains qui gèrent l'eau. Donc il y a une régie de l'eau. L'eau est gérée par un service public, sans fermier. Et voilà, on maîtrise donc au moins le petit cycle de l'eau à l'échelle donc de la métropole. Mais à une autre échelle territoriale, qui est celle des bassins versants, on s'intéresse aussi au grand cycle de l'eau avec les sages, ce qu'on appelle les sages, qui couvrent en fait des territoires assez vastes. Pour le sage où je suis présent, c'est le sage Allier-Aval, qui va donc de Brioude jusqu'à Nevers, donc à la confluence avec la Loire. Et là, dans ce sage, donc je représente la métropole avec d'autres usagers, et on réfléchit donc à des aspects plutôt juridiques sur la manière en fait de gérer l'eau à l'échelle de ce vaste territoire. Alors le PTGE, lui, c'est en fait le même territoire, mais c'est plutôt des actions. C'est-à-dire que
en fait, on marche sur deux jambes, c'est-à-dire qu'à l'échelle de ce bassin versant, il y a donc le sage allié aval. On va réfléchir à un aspect juridique avec le sage et plutôt à un volet action avec le PTGE. D'accord, PTGE qui veut dire? C'est plan territorial de gestion des eaux. Un sujet qui intéresse beaucoup, autant qu'il inquiète, c'est l'état de la ressource en eau. Est-ce que tu peux nous dire à ce jour, fin 2023, où en est la ressource en eau dans le Puy-de-Dôme? Donc il faut savoir que pour la métropole, il y a deux sources, en fait deux ressources en eau importantes. Donc la chaîne des puits, et donc c'est une ressource qui est plutôt constituée d'aquifères, hein, de nappes alluviales souterraines. Et par ailleurs, donc pour ça c'est pour un tiers, et pour deux tiers, l'Allier et sa nappe d'accompagnement. C'est la même chose, hein, l'Allier et sa nappe d'accompagnement. Donc c'est une nappe qui englobe en fait la rivière de l'Allier, mais qui comme son nom l'indique, accompagne l'Allier. Et donc ces deux ressources sont les deux ressources qui alimentent la métropole en eau potable. Il faut savoir que actuellement, pour ce qui est de la nappe d'accompagnement, la nappe de l'Allier et l'Allier, on est à un niveau de ressources qui est en fait complété par le barrage de Naussac. Alors pas maintenant, mais en période estivale, et que ce qu'on surveille tout de suite, c'est le niveau d'eau dans la retenue de Naussac. Et dans la retenue de Naussac, suite effectivement à plusieurs années sèches, y compris en hiver et au printemps, le remplissage en fait de la retenue se fait difficilement. Donc là, on en est à 25% de remplissage de Naussac. Et bon, il faut savoir qu'on est dans le creux de la vague, c'est-à-dire qu'on est en période où en fait il recommence à se remplir suite à la période estivale. Cette année, on est à des niveaux équivalents par rapport aux années précédentes? Ah non, pas du tout, à 25%. Alors le barrage de Naussac, c'est 200 millions de mètres cubes. Ces 200 millions, en fait, on a besoin de lâcher, suivant les années, entre 60 et 80 millions de mètres cubes par an. Donc ça représente, comme tu le vois, ça représente un tiers, à peu près, un gros tiers, on va dire, de la retenue de Naussac. Mais là, avec 25%, faut savoir que ça représente 50 millions de mètres cubes qui sont stockés, mais il faut savoir que tous les mètres cubes ne sont pas mobilisables. Donc il faudrait vraiment remonter à un niveau au moins de remplissage de 50% pour pouvoir passer l'été prochain, disons, en toute sécurité. C'est ce qui était le cas en 2023. En 2023, on a eu cette difficulté aussi, on est parti de très très bas, et on a réussi, grâce à des pluies de printemps, à remplir le barrage jusqu'à 50% de son volume. Donc là, c'est évidemment l'objectif, mais l'objectif hyper sécurisant, ça serait d'avoir 100% de remplissage à la fin du printemps, en début de période estivale, ce qui représenterait en gros 2 années, 2 grosses années, de sécurité en termes de ressources en eau. Et est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes d'approvisionnement en eau sur le territoire de la métropole? Et est-ce que c'est un phénomène qui peut se répéter à l'avenir? Alors, il y a une prévention qui existe. Donc, même si tout de suite il y a encore de l'eau, enfin tout de suite quand je dis qu'on est au cœur de la période estivale, qu'il pleut pas beaucoup, que les ressources diminuent, avant même en fait qu'il y en ait plus, il y a ce qu'on appelle des arrêtés sécheresse qui vont limiter les usages. Et ce qui ne veut pas dire pour autant que l'eau est pas là. C'est juste qu'on est en prévention d'une éventuelle dégradation, poursuite de la dégradation des ressources en eau. Et donc on va limiter les usages en eau, tout usager confondu, hein, que ce soit pour l'eau potable, pour les industriels ou pour les agriculteurs. Donc c'est ce qui est prévu dans le cadre de l'arrêté sécheresse. Donc, est-ce que c'est déjà arrivé? Bah oui, les arrêtés sécheresse, il y en a déjà eu de nombreux, quasiment chaque année. Donc, chaque année, on est bien dans des situations un peu tendues, sinon il n'y aurait pas d'arrêté sécheresse. Est-ce que ça peut arriver dans l'avenir, qu'on soit dans des situations encore plus critiques?
Oui, parce que malheureusement, avec le réchauffement climatique, contrairement à ce qu'on croit, il va pas y avoir moins de pluie. Hein, il y aura en 2050 à peu près en moyenne autant de pluie que maintenant. C'est ce que disent en tout cas les prospections locales. Mais malheureusement, on parle d'augmentation de notre température, donc d'augmentation des évapotranspirations, c'est-à-dire la transpiration de la végétation, et ça veut dire en fait que l'eau efficace, qu'on appelle la pluie efficace, c'est-à-dire la pluie qui va vraiment s'infiltrer, qui va aller dans les nappes phréatiques, qui va aller ruisseler vers les rivières, eh ben, elle sera beaucoup moins importante à cause du fait de cette évapotranspiration. Donc c'est pour ça que en fait la ressource en eau, elle est évaluée, on va évaluer qu'elle va diminuer entre 30 et 50%. Ça dépend des moments de l'année. C'est pas toujours homogène, mais il va y avoir une forte réduction des ressources en eau, que ce soit en nappe souterraine et dans la rivière. Donc, qui dit diminution, dit difficulté, diminution, c'est toute l'année. Donc, s'il y a moins d'eau en hiver ou au printemps, ça veut dire que ça va être plus compliqué de remplir les ressources existantes. Et en été, ça veut dire qu'on arrivera plus vite à ces situations de sécheresse ou on arrivera plus vite à des arrêtés sécheresse. Donc ce qui est un petit peu l'exception aujourd'hui deviendra sans doute la norme, entre guillemets, en 2050. Est-ce qu'il existe d'ores et déjà des solutions pour faire face aux sécheresses et peut-on en espérer davantage à l'avenir ? Le maître mot, tout usage confondu, c'est la sobriété. Ça, c'est clair qu'il faut arriver à apprendre à moins utiliser d'eau, à fonctionner avec moins d'eau. Après, les solutions, on peut toujours les envisager. C'est le recyclage de l'eau, c'est arriver à... Si par exemple, je vais prendre une solution complètement caricaturale, si on disait l'eau de la station d'épuration, une fois qu'on l'a épurée, on la transforme en eau potable, et ça existe déjà dans certaines régions vraiment très arides, à la limite, on règle le problème, puisqu'on fonctionne en circuit fermé, c'est-à-dire que on utilise l'eau, après, elle est usée, on l'épure, une fois qu'elle est épurée, on arrive à un niveau qualité d'eau potable et on la consomme. Donc là, on arriverait bien en fait à régler le problème puisqu'on fonctionnerait quasiment en cycle fermé. Mais évidemment, la priorité, c'est quand même, avant d'arriver à des solutions technologiques comme de ce type-là, c'est d'arriver à des usages de l'eau beaucoup plus sobres, qu'on arrive en fait à produire, je dirais autant et à consommer autant, mais avec moins d'eau. Alors la sobriété d'usage, ça concerne qui ? Les particuliers, les entreprises ? En fait, les usages, ce qui est complexe en fait dans la gestion de l'eau, c'est que on est obligé en fait de parler de périodes de hautes eaux et de périodes de basses eaux. Donc c'est deux approches un petit peu différentes quand même, parce que on n'a pas les mêmes consommations en période de hautes eaux et en période de basses eaux. Alors en moyenne, évidemment, il faut de toute façon être sobre, donc ça concerne tous les usagers, ça concerne pas uniquement et toute l'année. Et ça concerne pas uniquement une catégorie d'usagers. Donc oui, les petits gestes comptent, c'est sûr, mais et puis en plus, pour l'eau potable, ça a un intérêt économique de moins consommer d'eau, et c'est sûr que c'est pas mauvais pour l'environnement. Quand on parle de sobriété, c'est aussi réduire les fuites d'eau dans les réseaux et améliorer les rendements pour éviter en fait que l'eau, même si elle n'est pas perdue, elle retourne dans le grand cycle de l'eau, et c'est quand même de l'eau qui quelque part on n'aurait pas eu à prélever. Et quand on manque d'eau, à un point donné, avoir moins prélevé d'eau, ça fait partie de la solution. Ça, c'est pour l'eau potable. Les industriels sont rentrés depuis longtemps dans un cycle assez vertueux de diminution de la consommation d'eau, parce qu'ils y sont incités par les agences de l'eau, et ils arrivent en fait dans leur process à recycler une partie de l'eau, et donc à utiliser beaucoup moins d'eau qu'il y a quelques dizaines d'années. Après, il y a la question agricole. Donc oui, l'agriculture doit aussi faire preuve de sobriété. Donc ça veut dire ça fonctionne grâce à des choix de cultures pertinents. Il y a des cultures qui consomment plus ou moins d'eau et qui consomment plus ou moins d'eau à certaines périodes critiques.
Par exemple, le maïs consomme moins d'eau que le blé, c'est souvent évoqué, mais il consomme de l'eau à une période qui est en période estivale, où je parlais des basses eaux, où voilà, on a beaucoup moins d'eau dans les rivières, et donc c'est beaucoup plus compliqué en fait de répondre aux besoins en eau du maïs. Alors que le blé, lui, il va peut-être consommer plus d'eau que le maïs, mais en fait, il arrivera à satisfaire ses besoins en eau avec l'eau de pluie qui tombe au printemps ou en hiver. Donc, le choix des cultures est en fait un élément critique dans la sobriété en agriculture. Pour pallier à ces périodes de basse eau, on entend de plus en plus parler de méga-bassines. Alors selon toi, bonne ou mauvaise idée? Ni bonne ni mauvaise. Une méga-bassine, c'est en fait une technique qui permet de stocker l'eau. Donc en fait, c'est un peu bizarre de parler de méga-bassine parce que est-ce qu'on a à dialoguer ou à discuter vraiment de la technique de stockage d'eau? On devrait d'abord réfléchir à la question de savoir si est-ce qu'il faut stocker ou pas de l'eau en plus. Et si on se pose cette question pour l'agriculture, ça veut dire quelle agriculture en 2050? Donc la vraie question, c'est pas de savoir si on doit faire des méga-bassines ou pas, et de savoir si on doit faire des stockages d'eau ou pas. Elle est de savoir quelle agriculture on choisit en 2050. Et cette agriculture doit être sobre. Et c'est cette question-là qu'il faut vraiment se poser, et non pas se focaliser sur une solution technique qui est par ailleurs en plus est meilleure par exemple qu'une retenue collinaire. C'est-à-dire qu'une retenue collinaire, elle va être basée sur une rivière, donc elle va bloquer la circulation de l'eau et des sédiments, alors qu'une bassine, elle va être hors d'une rivière. C'est pour ça qu'on parle de bassine, avant on n'en parlait pas, mais maintenant les retenues collinaires sont plus autorisées, en tout cas dans la région, et donc on parle de méga-bassines parce que c'est des bassines qui vont pas être sur les rivières, elles sont en dehors des rivières, et elles n'ont pas cette nuisance d'empêcher la circulation des sédiments et de la biodiversité. Pour autant, c'est une technique. Donc, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise solution? Peut-être que dans certains cas, c'est bien de faire du stockage d'eau, donc de faire des bassines, et peut-être que dans d'autres, non. Tout dépend du choix des cultures qu'on fait. Donc, réfléchissons déjà à l'agriculture de 2050, et après, on se posera la question de savoir s'il faut ou pas des stockages d'eau supplémentaires, et ensuite, il faudra se poser la question de savoir quelle technique il faut pour stocker cette eau. Et alors, je peux compléter en disant que l'une des questions qui se pose aussi, c'est pas uniquement de créer des stockages d'eau supplémentaires, sous les réserves que je viens d'évoquer, c'est aussi de remplir les stockages existants. C'est-à-dire qu'on a des vrais problèmes par rapport aux stockages existants, qui sont le stockage de nos sacs, on le voit bien cette année, le stockage du barrage du CEP, qui se remplissent très difficilement, et qui se rempliront de plus en plus difficilement compte tenu de l'évolution climatique qu'on a évoquée tout à l'heure. Là aussi des perspectives d'évolution, alors est-ce qu'on peut avoir des motifs d'espoir? Ça fait partie du programme PTGE, c'est-à-dire la question c'est de savoir si on arrive à construire, donc il y a tout un panel de solutions pour arriver à répondre en fait à la réduction en fait de la disponibilité en eau en 2050 dans les solutions envisagées mais qui sont à discuter dans le cadre du PTGE. Il y en a plusieurs, et l'une qui est intéressante, c'est de dire c'est sûr que travailler sur la substitution des prélèvements en été là quand il manque d'eau par du stockage en hiver, avec des prélèvements en hiver quand il y a un petit peu d'eau, pourquoi pas si c'est compatible avec toutes les fonctions de la circulation de l'eau en hiver, qui a des fonctions par rapport à tout ce qu'on appelle transport de sédiments, et ça c'est très important, et par rapport à tout ce qui est biodiversité. Donc cette histoire de prélever de l'eau en hiver, elle peut avoir déjà plusieurs modalités, c'est-à-dire que la modalité première, ça serait de dire est-ce qu'on peut arriver à remplir les stockages existants, parce que c'est pas la peine d'en faire des nouveaux si déjà ceux qui existent ne remplissent pas. Elle peut avoir une modalité auquel on ne pense pas encore suffisamment, qui est de remplir les nappes d'accompagnement, c'est-à-dire de remplir, en fait, on peut remplir en hiver les nappes aquifères avec pour les remplir, parce que c'est un lieu de stockage naturel et que à un moment donné, c'est un lieu de stockage excellent pour l'eau et qui est existant, qui n'a pas à être créé et qui serait
largement exploitables. C'est des solutions qui commencent à émerger. Il y a des exemples dans le sud-ouest, et ça pourrait être aussi intéressant donc de remplir ces nappes d'accompagnement. Par exemple, pourquoi pas pour le prélèvement en eau potable de la ville de Clermont, pourquoi pas imaginer de remplir les nappes d'accompagnement en amont en fait des points de prélèvement pour la métropole. Et donc dans les solutions que l'on envisage, voilà, c'est de toute façon, c'est ce que préconise l'agence de l'eau, hein, c'est vraiment de dire si on doit faire des stockages, de toute façon, ça ne peut être qu'en substitution de prélèvements existants en période estivale. Tout à l'heure, tu as parlé des fuites d'eau. Est-ce que dans tes délégations, tu suis cette problématique ? Oui, alors, quand on parle de fuite d'eau, il faut bien distinguer deux choses qu'on ne fait jamais, c'est le réseau public et le réseau privé. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de fuites d'eau aussi dans les réseaux privés, qui ne sont pas nécessairement décelées parce que c'est du goutte d'eau, hein, comme une chasse d'eau qui fuit, enfin, mais ça représente des gros volumes au final. Hein. Et en plus, c'est derrière le compteur, dans la partie privée du particulier, et donc ces fuites d'eau, en fait, il les paye. Mais c'est sa gestion, c'est-à-dire que là, quand je parle de fuite d'eau, c'est évidemment plutôt dans des zones pavillonnaires, etc. Parce que normalement, dans des immeubles, on les identifie assez vite. Mais dans des zones pavillonnaires, vous pouvez donc avoir des fuites d'eau très conséquentes hein, en termes et qui diminuent d'autant la ressource exploitable. Hein. C'est comme les fuites d'eau dans le réseau public. Pour le réseau public, il faut évidemment investir dans le réseau d'eau publique. C'est très coûteux, mais c'est la solution. Pourquoi alors, il y a plusieurs choses à dire. On pourrait dire, l'eau qui est pompée dans la rivière ou dans une source, une nappe souterraine, elle va fuir, donc on va la retrouver dans la nappe aquatique, et puis elle va revenir à la rivière. Donc quelque part, c'est pas très gênant pour l'environnement. Si, c'est gênant pour deux raisons. C'est gênant déjà pour l'environnement, parce que là où on prélève l'eau, s'il y a un manque d'eau à ce niveau, si l'eau est restreinte à ce niveau, le fait qu'on prélève de l'eau qui va après fuir par les fuites d'eau dans les réseaux, bien sûr que c'est pénalisant pour le prélèvement, puisque s'il n'y avait pas de fuite d'eau, on pourrait moins prélever. Et donc ça serait évidemment une manière en fait de gérer le fait que la ressource se réduit. Et ensuite, le deuxième niveau, c'est que c'est un coût, c'est-à-dire qu'on pompe de l'eau, on la traite, et puis ensuite, c'est un coût économique, et après, bien sûr, cette eau, quelque part, on la perd, puisqu'elle n'est pas, elle est pas consommée. Mais cette notion, donc, de fuite d'eau, elle s'exprime à travers ce qu'on appelle un rendement. Alors, le rendement, il concerne que la partie publique, hein, il ne concerne pas la partie privée. Et ce rendement, il y a un objectif qui avait été fait lors des assises du Grenelle. Là, on avait dit, c'est ce qu'on appelle le rendement Grenelle. L'objectif, c'est 85% de rendement. Donc, ces 85%, on n'en est plus très loin, mais il faudrait encore améliorer. Hein. Évidemment, les derniers mètres cubes qu'on arriverait à gagner sont toujours les plus difficiles à capter. Hein, mais voilà, c'est vraiment un objectif qui demande beaucoup d'investissement. Et il faut savoir actuellement que dans les travaux qui se font sur la métropole, il y a en fait beaucoup de travaux qui se font sur le réseau d'eau potable pour réduire les fuites d'eau. Donc c'est un investissement qui effectivement prépare le long terme, hein, prépare les années 2050, hein, parce que lutter contre les fuites d'eau aujourd'hui, c'est bien préparer ces années où on risque quand même à certaines périodes, en période estivale en particulier, de manquer d'eau. Alors, parmi toutes les solutions dont on a parlé ensemble, selon toi, est-ce qu'il y en a une urgente à mettre en place ? C'est important de travailler sur l'eau potable, sur les fuites d'eau. Ça, c'est vraiment de trouver de nouvelles ressources. Hein. C'est ce qu'on essaye de faire sur la chaîne des puits, de réfléchir vraiment peut-être à la sécurisation de la ressource par des solutions qui sont des solutions techniques, hein, de toute façon, dans lesquelles je vais pas rentrer. Pour moi, les industriels sont quand même sur une bonne trajectoire hein, de transition. Vers la sobriété, en tout cas en termes de consommation d'eau. Il reste vraiment un point sur lequel il faut arriver à dialoguer avec les agriculteurs, tous les agriculteurs, hein, qui est celle de construire la sobriété dans le monde agricole pour 2050. Et enfin Vincent, dernière question, nous sommes à mi-mandat. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de mandat ?
Travailler de façon efficace sur... Enfin, je suis pas seul, je suis au bureau de la régie avec d'autres élus. Donc moi je suis vice-président, je sais pas, voilà. Mais l'idée là, c'est qu'on travaille sur un schéma directeur d'adduction d'eau potable. Et donc voilà, ce serait vraiment d'aller au bout de cette réflexion qui est déjà bien engagée. En matière d'assainissement, je dirais que le gros de la réflexion, par contre, la matière grise, ça y est, on a bien réfléchi à ce qu'il fallait faire, et on a quasiment fini en fait les travaux. Il reste encore des travaux d'assainissement à faire, de bassin stockage restitution, enfin, mais on arrivera à avoir un réseau d'assainissement vraiment correct qui permette de lutter contre tous les types de pollution, par temps sec et par temps de pluie. Et voilà, ça, on pourrait vraiment être très satisfait d'avoir abouti en termes de travaux sur le réseau d'assainissement. Pour ce qui est des rivières, on travaille sur des projets qui sont des projets culturels. C'est renouer le lien entre la ville de Clermont, la métropole, et ces rivières qui sont quand même peu connues, en particulier la Tirtaine qui traverse quand même la ville de Clermont de part en part. Et on est en train de réfléchir avec Monsieur Delaveau, qui est un spécialiste de la Tirtaine, sur des parcours numériques le long de la Tirtaine où on arriverait à faire revivre la Tirtaine à travers, alors elle est souvent enfuie, mais on peut la faire revivre aussi à travers des bâtiments emblématiques qui en fait ont un sens par rapport à la Tirtaine, comme des moulins ou des... voilà. Merci Vincent. Merci. C'était l'Écho Clermontois. À bientôt pour découvrir de nouveaux projets écolos dans nos territoires.